j'ai un devoir pour l'école, c'est de faire un jeu en VR. Heureusement, c'est un projet à faire en binôme. Perso, je serai avec Makun. C'est la première fois qu'on dev ce type de jeu, du coup on va partir sur un concept assez simple dans l'idée. Ce sera un jeu de lancer de jet sur cible. Certaines d'entre elles rapporteront plus ou moins de points en fonction de leur type et de leur taille. Pour le moteur, on doit le faire sur Unity. Évidemment, la petite particularité du projet est qu'on n'est pas sur un bon vieux clavier souris, mais sur un casque VR et 2 manettes. Il faut donc pouvoir lire toutes sortes d'informations, que ce soit des infos de position et de rotation. Heureusement, il existe pour ça OpenXR. OpenXR fait référence à une norme ouverte et sans redevance qui fournit une interface unifiée pour les développeurs afin d'accéder à diverses plateformes VR et AR, réduisant la fragmentation et permettant aux applications tunnel. En gros, OpenXR est une norme qui permet à un jeu VR de communiquer avec différents casques et manettes avec un seul système. Au lieu de devoir programmer séparément pour chaque casque, MetaQuest, etc., OpenXR sert d'intermédiaire et traduit les informations du casque et des manettes pour Unity. La première étape à partir de maintenant, c'est de créer un XR Rig. C'est l'objet qui représente le joueur dans le monde VR. C'est lui qui va gérer la position du casque, la position des manettes et le déplacement du joueur dans la scène. Donc, au lieu de déplacer directement la caméra comme dans un jeu classique, on déplace le XR Rig et Unity s'occupe de synchroniser tout ça avec le mouvement réel du joueur. Ensuite, il faut configurer quelques paramètres. Dans les properties du XR Origin, on passe le Tracking Origin Mode en floor. Ça permet de prendre en compte la hauteur réelle du joueur puisque le sol virtuel va correspondre au sol dans la vraie vie. Ensuite, on ajoute un Continuous Move Provider qui permet de gérer les déplacements du joueur avec le joystick. Et enfin, pour éviter la motion sickness, on utilise un Snap Turn Provider. Au lieu de tourner de manière fluide, le joueur tourne par petits angles, ce qui est beaucoup plus confortable en réalité virtuelle. Et ça, c'est bien évidemment avec le joystick de la manette droite. Il doit évidemment tourner sa tête. Maintenant que le joueur peut bouger, il faut qu'il puisse attraper des armes. Tout d'abord, il nous en faut une. Makun s'est occupé de modéliser un kunai sur Blender. Après l'avoir importé sur Unity, je vais utiliser un component très pratique, le XR Grab Interactable. J'ai un accent anglais exceptionnel. C'est ce qui permet à un objet d'être pris par les manettes VR. Il suffit donc de l'ajouter sur le kunai. Mais il y a quelques paramètres importants à configurer. D'abord, s'assurer que le Use Dynamic Attache est désactivé. Cette option permet de prendre l'objet exactement là où la main le touche. Donc, au lieu que l'objet se place toujours au même endroit dans la main, Unity prend en compte la position et la rotation de la main au moment où on l'attrape. Ensuite, il y a le Attach Transform. Ce paramètre permet de définir un point précis d'accroche sur l'objet. Ça permet par exemple de faire en sorte que l'objet se place toujours correctement dans la main. Ensuite, il faudrait aussi permettre au joueur d'avoir ses armes sur lui. Pour ça, on utilise un composant qui s'appelle XR Socket Interactor. Un XR Socket, c'est simplement une zone dans laquelle un objet peut venir se placer automatiquement. Quand le joueur approche un objet compatible du socket, l'objet va se snap directement à l'endroit prévu. Concrètement, on place ces sockets sur le corps du joueur. La prochaine étape, c'est le fait de lancer les kunai. Pour ça, j'ai écrit un petit script qui s'appelle Kunai Throw. Ah putain, l'accent anglais, je suis trop fort. L'idée du script est assez simple. On va mesurer le mouvement de la main du joueur et utiliser ce mouvement pour donner une direction au lancer. Quand le joueur attrape l'objet, la fonction onGrab se déclenche. À ce moment-là, on récupère la position de la main et on initialise quelques variables pour commencer à suivre son mouvement. Ensuite, pendant que le joueur tient l'objet, la fonction update va en permanence calculer la vitesse de la main. Pour faire ça, on compare la position actuelle de la main avec sa position à l'image précédente. Ça nous permet d'obtenir un vecteur de vitesse, c'est-à-dire dans quelle direction la main bouge et à quelle vitesse. Quand le joueur lâche l'objet, la fonction onRelease se déclenche. À ce moment-là, on regarde la vitesse de la main. Si la main ne bouge presque pas, on ne fait rien. Mais si la vitesse dépasse un certain seuil de force, ici la variable définit Throw Threshold, on considère que le joueur a lancé le kunai. On récupère alors la direction du mouvement de la main et on applique cette direction kunai. Le script va aussi orienter le kunai dans la direction du lancer pour que la pointe regarde vers l'avant. Pour tout ce qui concerne l'apparition des cibles et l'interaction avec les armes, c'est Makun qui s'en est occupé en grande majorité. Je vais donc lui laisser vous expliquer. Donc c'est moi qui me suis occupé de la partie de faire spawn des ennemis. Sauf qu'on avait un gros problème. Sur un projet VR, la performance c'est critique. Parce que le joueur a la nausée très vite si les performances chutent. Donc, avec l'approche classique de Unity, donc plein de game objects pour chaque objet, chaque ballon, chaque ennemi, ça va consommer beaucoup de ressources CPU pour gérer par exemple sa position, sa physique et sa logique. Si on veut faire apparaître des centaines de cibles / d'ennemis, le jeu ça va commencer à ramer très vite. Du coup la solution qu'on a trouvée c'est l'ECS. C'est au lieu d'avoir des objets intelligents, les fameux game objects dont je parlais tout à l'heure, qui vont peser lourd en mémoire, on va tout séparer en 3 parties. Entités, composants, système. Les entités c'est quoi? C'est juste des IT. Faut voir ça comme des coquilles vides. Les composants, c'est juste des données pures. Position, vitesse, point de vie par exemple. Sans aucune logique derrière. La logique, ça va être les systèmes qui vont s'en occuper. Ça va prendre toutes les entités par exemple qui ont une position et une vitesse et les déplacer d'un coup. Il va du coup permettre au processeur de traiter plein d'objets sans ralentissement. Ça va aller beaucoup plus vite et ça permet de gagner beaucoup de performance. C'est juste beaucoup plus compliqué à faire que l'Unity classique. Globalement, comment je vais faire pour faire spawn mes ballons? Je vais créer une spawn zone. Ça va être mon game object basique. Sauf que je vous ai dit tout à l'heure qu'on voulait pas de game object, on veut des entités. C'est pour ça que du coup j'ai créé un spawn zone baker. Je fais un game object pour le placer plus facilement dans ma scène Unity. Mais au moment du lancement, je vais avoir un script baker qui va convertir cette fameuse zone en entité ECS pure pour regagner du coup les perfs. Ensuite, dans ma spawn zone, c'est cool, mais il me faut des spawn points pour dire toi tu spawns là dans ma spawn zone. C'est pour ça que je vais faire un calcul de points de spawn et je vais avoir un système qui s'exécute une seule fois au début, qui va juste du coup calculer à l'avance toutes les positions possibles d'apparition. Il va les
les stocker dans un tableau optimisé. Il place les points légèrement sous le sol, les ballons ils spawnent, ils s'élèvent en dessous du sol. Comme ça ils s'envolent et on les voit spawn du bas. Et après je vais avoir du coup le spawning, donc ça va être un système qui tourne en permanence pendant le runtime et qui va s'exécuter toutes les frames. Si mon spawn rate a été dépassé, et toutes les 5 secondes il va dire bah tiens je fais spawner un ballon. Sauf que ça va s'exécuter pas toutes les 5 secondes évidemment, mais à chaque frame. Du coup ça va instancier une nouvelle entité ballon. Et ça va lui approprier à ce moment-là tous les composants dont il a besoin. Tout ça se fait via des jobs multi-threadés, ça va beaucoup plus vite. Donc pour la logique globale du jeu, j'ai dû faire un Game Loop Manager. C'est quoi un Game Loop Manager? C'est un chef d'orchestre. C'est lui qui va gérer tout le jeu. Pendant le runtime, il va gérer les états du jeu, qu'est-ce qui se passe quand, dans les menus, en pause, dans les settings, en jeu. Je vais le lancer une fois, il n'y en aura pas d'autres et il peut pas y en avoir d'autres. Il permet du coup de pas faire de bordel. Ce fameux singleton, il va permettre de faire le pont entre le monde classique Unity et le monde ECS. Du coup, lui, il va gérer les états du jeu, ou sinon, il va être aussi responsable de charger les différents niveaux de jeu, avec les ballons par exemple passifs et les ballons agressifs. Il y avait un point crucial que j'ai dû m'occuper, c'est que ECS utilise des subscènes. Et le subscène, en gros, c'est des sous-scènes dans des scènes. Le problème étant, c'est que quand tu changes de scène, donc de niveau globalement, cette subscène n'est pas reload. Elle reste là. Alors que tous les game objects classiques sont détruits. Et ça, c'est un gros problème parce que si tu changes de scène et qu'il y a une autre subscène dans la nouvelle scène, ça rentre en conflit. Et un point crucial que j'ai dû faire, et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, c'est faire un reset du world ECS. C'est-à-dire que je nettoie proprement tout world à chaque changement de level pour éviter les fuites de mémoire, etc. Tout un tas de petits plaisirs, de petits bordels et de petits bugs. En résumé, l'ECS, ça va gérer la masse. Pour la performance. On veut que de la performance. Alors que derrière, le code classique va gérer l'unique, le joueur, l'état du jeu, tout simplement pour la simplicité de développement. Maintenant qu'on a établi les mécaniques principales du jeu, il est temps de le peaufiner un peu. Par exemple, choisir un style graphique. Personnellement, j'aime beaucoup le cel shading. On va également créer des niveaux. Pour ça, il nous faut modéliser des petits éléments pour pouvoir naviguer entre les niveaux et différents modes de jeu. Il nous faut un hub. De plus, ça serait peut-être sympa d'avoir un peu plus d'armes qu'un simple kunai, comme par exemple un shuriken. Pour le shuriken, c'est pas compliqué. Sur Blender, ça se fait assez facilement. Après avoir fait tout ça, il est temps de tester le jeu en conditions réelles. Quelle indignité.